Bonjour. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à parler. On le sait, donc je vais vous parler de cette route des savoirs qui va vers l'Égypte, du 7e au 10e siècle, et ses liens avec les études coraniques, en fait, des savoirs grammaticaux. Donc on le sait, sciences du Coran et sciences de la langue, grammaire en particulier, sont liées. Dans un raccourci significatif, Zubaydi, savant andalou du Xe siècle, décrit ainsi celui que la tradition grammaticale arabe désigne comme son fondateur, Abul Aswad al-Du'ali. C'est le premier, dit-il, qui institua la grammaire et qui mit des points voyelles sur les masahif. Même si l'on est sceptique quant à la véracité de cette information, dans ses détails précis, comme les blachères au Fuq, par exemple, elle est sans doute vraie et largement admise d'ailleurs dans ses lignes générales. Elle associe recherche grammaticale et transmission écrite du Coran et souligne à juste titre le rôle de l'Irak, créatif et fondateur en la matière. Toutefois, elle laisse dans l'ombre l'existence d'enseignements et d'efforts dans d'autres centres, sans doute moins novateurs. Notre savoir sur ce qui existe dans ces autres centres n'est point assuré, en particulier pour le 1er siècle. Au demeurant, rien n'est réellement assuré concernant le 1er siècle pour ce qui est de la grammaire. Il y a des hypothèses qui ont été émises par des chercheurs, mais les sources sont lacunaires, voire silencieuses. Néanmoins, pour le 1er siècle en Égypte, nous avons une information précise quant à la grammaire. Il n'y a pas grand-chose. C'est Zubaydi qui le dit. Avant Walad, nous dit-il, c'est-à-dire avant la seconde moitié du 8e siècle, il faut voir ce que signifie ce pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose, shay'an yasiran, en Égypte pour ce qui est des ouvrages de grammaire et des dictionnaires. De ce 1er siècle, on retiendra néanmoins deux éléments importants pour Misr Fustat. Le premier est le rapport privilégié de la population arabe, surtout de son élite intellectuelle à Médine. Dans un article du Bulletin d'études orientales, Jean-Claude Vadet souligne les caractéristiques du hadith égyptien du 1er siècle, qui a été récusé d'ailleurs ensuite. Il est marqué par un attachement très net à Médine, que Vadet relie de manière éclairante à l'importance des tribus yéménites dans la conquête de l'Égypte. Ces tribus qui se disent himyarites, donc sud-arabiques, ne s'installent pas à la campagne, elles font nombre dans la capitale. Autour de la tente du gouverneur, les tribus Aslam et Juhayna. Au sud-est de la mosquée de Amr, les Azd, fiers de leur origine sud-arabique et de leur parenté avec les Médinois d'Ivadé. En effet, les deux principaux groupes arabes médinois au 7e siècle, on le sait, les Haus et les Khazraj, disent avoir quitté l'Arabie du Sud après la rupture du barrage de Ma'rib et surtout apparaissent dans le système généalogique comme étant des Azd. À Fustat, les Sud-Arabiques détiennent des postes clés, notamment ceux de la vie intellectuelle, le juge notamment. En fait, on peut donc supposer que leurs affinités avec Médine va faciliter le transfert des connaissances. Second élément important, un climat d'entente semble régner entre ces Sud-Arabiques menacés dans leurs privilèges, par les Arabes du Nord, bien sûr, rappelons-nous le contexte du 1er siècle, et les nouveaux convertis, dont l'élite s'installe assez vite parmi les conquérants. C'est là un indice important de la situation linguistique prévalente dès le 7e siècle à Fustat, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Cela pour le 1er siècle. Dans les siècles qui suivent, du 2e au 4e siècle de l'Égypte, on constate vite que l'Égypte pré-fatimide n'est point une province reculée de l'Empire quant à la transmission des savoirs. Non seulement ses lecteurs et ses savants sont en contact avec les grands centres de l'Empire, mais elle sert elle-même de plaque tournante, de relais de transmission, et ce de manière décisive, au moins à 2 reprises, vers l'Andalousie et l'Occident en général. Certes, Fustat ne fait pas partie des 5 grands centres dont on répertorie les masahif dans leurs différences orthographiques ou morphématiques. Je n'ai pas vu, du moins, en fait, d'ouvrage concernant cela, mais on compte, en fait, à Fustat, le transmetteur le plus connu du lecteur de Médine, il est du moins de Médine, bien sûr, Nafi' ibn Abi Nu'aym al-Laysi. Il s'agit bien sûr de Warsh, car Osman ibn Saïd al-Qibti dit Warsh et copte, Qibti, comme sa nisba l'indique, égyptien de naissance. Non seulement la qira'a de Nafi' de Médine atteint l'Égypte grâce à Warsh, mais elle s'y implante durablement, pour reprendre l'expression de Blacher. Il est vrai que la vie de Warsh fut longue. Né en 728, il traverse tout le 8e siècle et meurt dans son pays en 812. Pour l'histoire de l'islam, cette transmission est décisive. Noldeke, que je cite, considère que le fait que le transmetteur de Nafi' le plus connu, Warsh, ait porté la qira'a de Médine dans son pays natal, l'Égypte,
que son disciple médinois Abou Yaqoub Youssouf ibn Amr ibn Yassar al-Azraq continua à l'enseigner et qu'elle conquit de là tout l'Occident, est l'événement le plus décisif dans l'histoire des lectures coraniques. Événement, bien sûr, qui initia un schisme que nous connaissons, en fait, qui, n'est-ce pas, qui perdure, qui est l'Occident suivant la lecture de Nafer et l'Orient celle d'Arasem, c'est-à-dire la lecture de Koufa. Or, ce rôle de relais vers l'Occident, nous le verrons bientôt, l'Égypte le connaîtra 2 siècles plus tard pour la science de l'Arabia. Des parallélismes s'établissent ainsi entre les 2 sciences qui disent à la fois la spécificité du champ scientifique égyptien et les affinités entre ces sciences. Au second siècle, donc, la route des lecteurs vers Fustat trace une ligne Médine-Fustat. Or, c'est cette même ligne qu'on voit à nouveau tracée pour les débuts des savoirs grammaticaux en Égypte. L'histoire a retenu comme premier grammairien égyptien un homme, Walad, de son nom Al-Walid ibn Muhammad, dont la date de décès est disputée, mais qui a vécu dans la seconde moitié du 8e siècle. Il est donc contemporain de Warsh. Walad va à Médine et étudie la grammaire sous la férule d'un Médinois. كان يأخذ النحو عن رجل من أهل المدينة nous dit Zubaydi. Remarquons que le texte arabe utilise bien un nahu, c'est-à-dire la grammaire, alors que nous sommes dans une période pré-Sibawayhi, que nous sommes à Médine et non à Koufa ou à Basra. C'est ce qui donne peut-être quelques confirmations aux travaux de Versteg associant, n'est-ce pas, exégèse et grammaire à Médine au 1er et 2e siècle. Mais son maître, continue le récit, n'est point si fort en ce qui concerne la science de l'Arabia. ليس من الحذاق بالعربية. Donc, en fait, Walad entend parler de Khalil, savant omanais de la tribu de Azd, un Azd omanais, qui vit et enseigne à Basra, maître de Sibawayhi, probablement l'un des grands penseurs sur le langage de tous les temps. Walad, donc, qui a grandi en Égypte, est lui-même originaire de la ville de Basra. Il est de souche arabe et de plus de la tribu des Tamim, une tribu d'Arabie centrale auprès de qui les grammairiens arabes ont été collectés les données linguistiques à la fin du 7e et au 8e siècle. Tout ceci n'est sans doute pas étranger à sa démarche et à sa recherche de l'Arabia. À Fustat, au 8e siècle, on entend parler copte. Et on est sûr que dans un grand centre citadin éloigné du désert, avec le brassage des populations, les locuteurs arabes voyaient déjà leur langue, dès le 7e siècle, irréversiblement changer. Ils vivaient l'effondrement de cette variété d'arabe à désinence syntaxique qu'on appellera Fusha et allaient en conséquence à la recherche de la langue de leur père, qui plus est était la langue dans laquelle Dieu s'était adressé aux hommes. Cette situation linguistique vaut autant pour le commun que pour l'élite intellectuelle. Ainsi, le grammairien de Koufa du 8e siècle, Farra, répond à Haroun al-Rachid indigné des fautes de langage commises par le grammairien en sa présence, en s'adressant à lui. Prince des croyants, lui dit-il, les Bédouins parlent spontanément avec des désinences, et les citadins, quand ils parlent spontanément, font des fautes de langage. Si je me surveille, je parle sans faute de langage, mais si je me laisse aller à ma nature, j'en commets. Walad, qui devait être dans la même situation, sans doute moins bonne, certainement encore, alla donc à Basra et se mit à l'école de Khalil, le fréquentant assidûment, puis rentra en Égypte sans manquer de repasser par Médine et de montrer ses nouveaux talents à son ancien maître, qui en fut très impressionné. Or, Khalil est mort entre 776 et 791. Il y a 3 dates, en fait, qui sont disputées. On peut donc supposer que l'apprentissage de Walad se passe au plus tard, dans le dernier quart du 8e siècle, du vivant même de Warsh. Donc, parallèlement au lien Fustat-Médine, il se tisse un lien entre Fustat et Basra, de manière très précoce, dès les débuts de l'école de Basra, alors que l'enseignement de la grammaire est fondamentalement encore un enseignement oral. L'anecdote est révélatrice à un autre titre. Ces liens se tissent quand s'effectue dans l'histoire des sciences une dissociation entre la science des lectures, ilm al-qira'at, et la science de la langue, ilm al-arabiyya. Ainsi, le lien entre l'Égypte et Basra ne s'est pas institué avec Nasr ibn Asim et Yahya ibn Ya'mur, tous deux lecteurs et grammairiens du 7e siècle. Elle ne s'institue pas non plus avec Abu Amr ibn al-Ala, grammairien et lecteur, qui est maître de Khalil, qui était au demeurant un maoula de Tamim, mort vers 770. Pourquoi? Un indice peut-être nous permet quelques réponses, si nos sources sont correctes, bien sûr. Abu Amr ibn al-Ala, qui est le vrai fondateur en fait, de l'école de Basra, selon Blacher, en fait, qui est aussi, bien sûr, le lecteur de Basra reconnu, faisant partie du groupe des 7, n'est-ce pas, en fait, reconnu au Xe siècle, en fait, a été à l'école de Nafer pour sa formation de lecteur. Cela signifie que Médine jouissait d'un prestige incontestable qu'elle gardera longtemps au demeurant. Néanmoins, avec Khalil, les sciences de la langue font un bond si qualitatif que Basra devient un centre qui peut rivaliser avec Médine.
Basra a institué une nouvelle science qui a un nouveau nom, c'est Ilm al-Arabiya, science qui va devenir très rapidement incontournable, y compris pour les lecteurs. Un autre grammairien égyptien, qui est le contemporain de Walad et de Warsh, Abul Hassan al-Aaz, se dirige vers l'autre centre d'études de la langue, Koufa. Devient disciple de Ali ibn Hamza al-Kisa'i, donc maître, n'est-ce pas, de Koufa. De cet autre pionnier des études grammaticales en Égypte, nous savons fort peu de choses. Sinon, d'ailleurs, qu'il aurait eu des disciples andalous, ce qui est très intéressant. 2 lignes lui sont consacrées dans Zubaydi. Rien n'est dit sur ce qu'il recherchait, mais on peut supposer qu'il connaissait le système de lecture de Kisa'i et son enseignement grammatical, bien sûr. Et en plus, il devait connaître certainement l'ouvrage de son maître, puisque Kisa'i est l'auteur d'un kitab Ikhtilaf al-Masahif, donc les différences répertoriées dans l'orthographe des Masahif, donc auquel Dani d'ailleurs renvoie. En fait. Donc, au 8e siècle, les savants égyptiens établissent très précocement des relations avec les 2 grands centres d'études de la langue, Basra et Koufa. D'autre part, ils ont aussi des relations avec Médine, qui semblent déjà dater du 1er siècle. En réalité, enfin, je m'arrête un instant seulement, Ilm al-Arabiya, qui devient une science autonome au 8e siècle, ouvre une nouvelle ère. L'ère de croisement entre sciences des lectures et sciences de la langue. Croisement qui va créer de l'innovation. Pour les lecteurs, la formation grammaticale devient impérative, car du fait des bouleversements qui affectent la situation linguistique, il n'est pas rare de voir des lecteurs au 8e siècle faire des fautes en récitant le Coran. Abu Tayyib al-Lughawi, lexicographe alépin du Xe siècle, et d'ailleurs un des premiers auteurs biobiographiques concernant les grammairiens avec Zubaydi, consacre une notice sarcastique et lapidaire à Hamza, lecteur de Koufa, n'est-ce pas, qui fait partie de la liste des 7, qu'il appelle exclusivement par son surnom, de manière bien péjorative, me semble-t-il, Hamza Zayyat, Hamza le marchand d'huile, parce que, en fait, Hamza s'adonnait au commerce et d'ailleurs, il portait de l'huile de Koufa à Hulwan. Il est natif de Hulwan, en fait, et ramenait du fromage et des noix de Hulwan. Selon Abu Tayyib, les savants de Basra sont tous tombés d'accord que Hamza n'était rien, laysa shay'an. Il ne connaissait ni kalam l'arabe ni la grammaire, et d'ailleurs ne le prétendait point. Il faisait des fautes en récitant le Coran et il ne le comprenait pas. Abu Hatim al-Sijistani dit de lui, je cite Abu Tayyib bien sûr, comment peut-il être un maître alors qu'il ne sait pas distinguer dans un mot une consonne non vocalisée d'une consonne vocalisée? Les contextes où la pause est requise de ceux où le discours doit être lié. Les contextes où la hamza doit être réalisée à l'initiale, de ceux où la liaison est requise, des troisièmes où la hamza doit être réalisée à l'intérieur du mot. Seuls les gens de Basra le savent, car ils sont savants en matière d'arabiya. Ce sont eux les lecteurs et les maîtres. On peut certes voir dans ce discours, bien sûr, l'écho d'une rivalité entre lecteurs pieux d'une part et grammairiens savants d'autre part. Mais on doit y voir aussi l'esprit du siècle, en fait. Car désormais, en fait, pour être lecteur, il faut désormais connaître l'arabiya. Ces passages sont intéressants à un autre titre, car ils montrent que les points d'achoppement de la récitation sont la réalisation des voyelles et la réalisation de la hamza. On peut bien sûr s'attendre que ce furent ces points qui furent précisés dans la transmission écrite. Mais si les lecteurs ont impérativement à connaître l'arabiya, l'inverse n'est pas nécessaire, mais très souvent vrai. Pendant longtemps avant Khalil à Basra, comme dit Belacher, l'activité de qari se confond avec celle de philologue grammairien. Nasr ibn Asim, dont on vient de parler, Yahya ibn Ya'mur au 7e siècle sont à la fois lecteurs et grammairiens. Et Yahya ibn Ya'mur est crédité par Zubaydi et plus tardivement par Ibn Abi Daoud d'avoir vocalisé par des poids voyelles un Coran qu'Ibn Sirin, le traditionniste, aurait possédé. Une tradition rapportée par Ibn Abi Daoud fait même de lui celui qui le premier institua le système des points voyelles pour vocaliser les Corans. Donc, si Khalil et Sibawayhi se tiennent apparemment loin des sciences du Coran, quoique Khalil ait suivi en fait les cours de qira'a auprès de Asim et d'exégèse aussi auprès de son maître, en fait, pendant très longtemps, à la suite de Khalil, en fait, de grands grammairiens de Basra, puis plus tard à Bagdad au IXe siècle, seront réputés pour leur maîtrise de la récitation et leur connaissance profonde du texte coranique. En particulier, par exemple, Abu Hatim al-Sijistani ou Al-Mazini, en fait.
Les travaux des savants de Koufa illustrent fort bien ce croisement. Kisa'i et Farra ont tous les deux des ouvrages sur les divergences entre les codex, Ikhtilaf al-Masahif, Kisa'i comparant les codex de Basra, Koufa et Médine, Farra comparant Basra, Koufa et Damas. Farra a bien sûr également Ma'ani al-Qur'an, que nous connaissons, et un ouvrage sur le Rat Qur'an. Une nouvelle ère des relations de l'Égypte avec les grands centres va s'ouvrir lorsque les grammairiens et les lexicographes ne seront plus à Basra et à Koufa, mais à Bagdad, où deux grands savants vont dominer le siècle, j'entends le 3e, 9e siècle, l'un originaire de Basra et se réclamant des maîtres de Basra, Mubarrad, l'autre se réclamant des maîtres de Koufa, Sa'lab. Deux savants dont la rivalité va instituer et figer à Bagdad même l'opposition entre les deux écoles de Koufa et de Basra. Bagdad où brillent des sommités, tels Az-Zajjaji, Ibn al-Sarraj, formés pour la plupart par Mubarrad, qui traversent tout le siècle. Il est né en 826 et il meurt en 898. Durant tout le 9e et le 10e siècle, le voyage à Bagdad va constituer le point d'orgue de la formation des grammairiens égyptiens, donnant un pedigree prestigieux à toute leur carrière. Les historiens de la grammaire retiendront plusieurs noms qui auront tous fait ce voyage. Il y aura en premier lieu Ad-Dinawari, Abu Ali Ahmed ibn Ja'far, mort en 902 ou 904, qui n'est pas égyptien, il est originaire de Dinawar, mais qui, après un long périple de formation qui le mène à Basra et à Bagdad, s'installe à Misr Fustat, Nazil ou Misr. C'est dire que l'Égypte toulonide est terre qui accueille le savoir et que les savants s'y installent. Un autre grammairien bagdadien, Al-Arfash le Jeune, viendra s'y installer un moment à la même époque. Dans la formation de Dinawari, on sent une hésitation entre les doctrines de Basra et de Koufa, et une volonté de se former aux deux écoles sans trancher. Une anecdote est à cet égard très symbolique. Il avait épousé la fille de Sa'lab. Sa'lab, bien sûr, le grand maître, donc, représentant l'école de Koufa à Bagdad. Mais il n'hésitait pas, dit l'anecdote, à sortir résolument de la maison de son beau-père, son encrier et son cahier sous le bras, à traverser sans s'arrêter le cercle de ce même beau-père et de ses élèves pour rejoindre le cercle de Mubarrad. En fait, à Bagdad, il lit le kitab devant Mubarrad, le kitab de Sibawayh, bien sûr, après l'avoir lu ou entendu lire devant Mazini à Basra. De retour en Égypte, il écrit un ouvrage sur les divergences entre les deux écoles, qu'il a certainement eu tout le loisir d'observer, en essayant d'exposer sans partialité l'une et l'autre doctrine. Il finit néanmoins par enseigner la doctrine de Basra. C'est lui, d'ailleurs, en fait, dans une des traditions, un autre, en fait, qui rapporte que, en fait, à la mort de Farra, on aurait retrouvé, en fait, sous le coussin où il dormait, le kitab de Sibawayh, n'est-ce pas? En fait, il écrit donc cet ouvrage sur les divergences entre les écoles, mais il écrit surtout, en fait, pour ce qui nous intéresse, un ouvrage sur les pronoms dans le Coran qu'il tire, selon Zubaydi, et c'est tout à fait intéressant, des Ma'ani al-Qur'an de Farra. Il devait connaître aussi certainement, en fait, les ouvrages de son beau-père, puisque en fait, son beau-père avait un ouvrage sur les qira'at et un ouvrage aussi, en fait, sur Ma'ani al-Qur'an, en fait, dans les deux cas. Ad-Dinawari va former des grammairiens égyptiens, dont Abul Hussein ibn Walad, mort donc en 911, début 10e. Celui-ci de la tribu des Tamim, à nouveau, n'est-ce pas, semble être le fils ou le petit-fils de Walad. Les sources ne sont pas sûres. Il fondera lui-même une dynastie de grammairiens. Ses deux fils, Abul Abbas et Abul Qasim, seront aussi des grammairiens de renom. Abul Hussein ibn Walad, après s'être formé en Égypte, se rend à Bagdad, donc auprès de Dinawari en Égypte. Il se rend à Bagdad, où il demeure 8 ans, fréquentant les cercles de Mubarrad et de Sa'lab. Il se rend célèbre non pas tant par son savoir, l'ouvrage de grammaire qu'il écrit à son retour en Égypte n'avance pas grand-chose, nous précise Zubaydi, mais par le manuscrit du kitab qu'il possède et qu'il rapporte et dont l'histoire est tout à fait intéressante pour l'histoire des sciences, car elle montre comment un manuscrit de qualité, accompagné d'une transmission orale adéquate, peut fonder une tradition. Al-Mubarrad, précise Zubaydi, était extrêmement jaloux de son manuscrit du kitab de Sibawayh et ne permettait à personne d'en disposer. Abul Hussein s'entend secrètement avec le fils de Mubarrad afin qu'il lui copie le manuscrit cahier par cahier contre rétribution, ce qui fut fait. Quand Mubarrad découvrit le stratagème, il voulut traîner Abul Hussein en prison, mais celui-ci se mit sous la protection du chef de l'impôt, en fait foncier de Bagdad, car il était le précepteur de ses fils. Ce dernier non seulement le protégea, mais insista auprès de Mubarrad afin que celui-ci accepte d'entendre la lecture d'Abul Hussein du kitab, ce qui fut fait. Abul Hussein, donc rentrant en Égypte, ramenait avec lui un double trésor, la garantie de la transmission écrite et de la transmission orale du kitab.
Pour montrer l'importance de ces trésors, j'évoquerai ici un détail mentionné par le Qifti, détail tout à fait symbolique. Abul Hussein aurait demandé dans son testament qu'on enterrât dans son cercueil, près de lui, sa copie du Kitab de Sibawayh. Une copie si cher payée résume la vie et ses passions. Ce qui, bien sûr, ne fut pas fait, son fils Abul Abbas l'ayant hérité. Cette anecdote, au détail du cercueil près, rapportée par Zubaydi dans la notice consacrée à Abul Hussein ibn Walad, se retrouve dans le préambule de la recension occidentale des manuscrits du Kitab de Sibawayh. Long et très intéressant préambule, donc, qui est, n'est-ce pas, édité dans l'ouvrage de Sibawayh, qui résume l'histoire de la transmission de la recension occidentale. Il s'avère dans ce préambule que les grammairiens égyptiens de la fin du IXe siècle et de la première moitié du Xe siècle, qui ont été formés à Bagdad, ont eu un rôle décisif dans la transmission du Kitab vers l'Andalousie et l'Occident. Je donne très rapidement quelques repères qui permettent de mieux voir ce rôle des grammairiens. Il existe à l'heure actuelle 77 copies manuscrites recensées dans les bibliothèques du monde du Kitab de Sibawayh. Geneviève Humbert, à qui revient le mérite de les avoir étudiés dans les voies de la transmission du Kitab de Sibawayh, a montré que ces manuscrits avaient été tous colligés sur la copie de Mubarrad, en fait, et en dépendent à l'exception d'une seule copie. Mais deux recensions existent, une orientale, où la chaîne de transmission après le Mubarrad compte Abu Ali al-Farisi et Zamakshari, une recension occidentale dont les exemplaires sont bien plus nombreux et qui fut le fait d'un Andalou du Xe siècle. Le premier paragraphe du préambule de cette recension occidentale, qui est attesté dans les 3 éditions imprimées du Kitab, vise en quelques lignes lapidaires à établir sans conteste l'excellence de la copie présente du manuscrit, en citant les autorités de laquelle l'auteur la tient. En effet, celui qui dit « je » dans ce préambule est Abu Abdallah Muhammad ibn Yahya al-Rabahi, qui, venant de Tolède après un long périple qui l'a conduit à Cordoue, à la Mecque et finalement en Égypte, dit donc avoir lu le Kitab de Sibawayh devant Abul Qasim, le fils d'Abul Hussein ibn Walad, alors que celui-ci suivait la lecture sur cette fameuse copie rapportée de Bagdad, en tout point similaire à celle de Mubarrad. Abul Qasim l'ayant lui-même lu à plusieurs reprises devant son père. Une première chaîne de transmission, à la fois écrite et orale, s'établit donc, qui remonte de Rabahi à Abul Qasim, à Abul Hussein, à Mubarrad. Mais Rabahi dit avoir également une autre garantie. Il a entendu lire le Kitab, Sami'tuhu yuqra, devant un autre grand savant égyptien, Abu Ja'far ibn Nahas. Le sama' est un mode de transmission moins prisé, en fait, que, bien sûr, la qira'a, mais étant donné la qualité du savant, il est ici une garantie. Car Ibn Nahas est un grammairien et un savant en sciences coraniques distingué. Il a lui aussi fait le voyage en Irak. À Bagdad, il a fréquenté les cercles de Mubarrad, mais surtout celui des élèves de Mubarrad, en particulier Az-Zajjaj, disciple préféré de Mubarrad, lequel exigeait de chaque candidat qui voulait lire devant lui le Kitab de Sibawayh, outre la somme de 100 dinars, de le lire auparavant devant Zajjaj, tant la copie de ce dernier était d'une grande qualité. C'est Zubaydi qui nous le rapporte. Ibn Nahas, donc, a beaucoup d'ouvrages en réalité, dont certains sont édités et connus jusqu'à maintenant. Il a en particulier un Sharh Abiyat Sibawayh qui fait référence jusqu'à nos jours, et que je consulte par exemple très régulièrement. Il a réédité un ouvrage sur les divergences entre les deux écoles et était même le transmetteur du dictionnaire conçu par Al-Khalil Kitab al-Ain. Une seconde chaîne de transmission s'établit donc qui démontre à nouveau l'excellence de la copie et remonte de Rabahi à Ibn Nahas, à Zajjaj, à Mubarrad. En somme, Rabahi tient sa copie du Kitab des meilleurs savants d'Égypte qui tiennent la leur des plus grands savants d'Irak. Voulant donner d'autres arguments qui montrent l'excellence de sa copie, Rabahi rapporte le propos d'Abul Hussein ibn Walad, donc le père, qui dit avoir examiné un manuscrit du Kitab dicté en Égypte, Umliya bi Misr, en fait à Misr Fustat. Il y a donc des copistes égyptiens et une production égyptienne locale au IXe siècle. Mais, ajoute Abul Hussein, en fait, qui, on l'a vu, a tant peiné pour arracher sa copie d'Irak, cette copie qui a été dictée donc, à Misr Fustat comportait 200 fautes, le texte était fautif, et de plus, la chaîne de transmission a été recusée par Al-Zajjaj. Il y a donc une production locale, en fait, et probablement aussi pour les besoins de la cause, bien sûr. Donc cette production est dite défectueuse et sa transmission douteuse. La seule garantie reste donc la formation auprès de grands savants irakiens et la copie de leurs manuscrits. Parmi ces savants égyptiens, certains continuent à coupler science du Coran et grammaire. Ibn Nahas a plusieurs ouvrages relatifs au Coran. Arab al-Qur'an, Ma'ani al-Qur'an, un ouvrage sur l'abrogeant et l'abrogé, qui est édité d'ailleurs, en fait, et un autre sur les noms de Dieu.
Ad-Dani, en fait, qui va faire un séjour d'études en Égypte 50 ans après la mort d'Ibn Nahas, consacre une notice dans Tabaqat al-Qurra à Ibn Nahas. Selon Dani, il transmettait les 7 lectures ayant pour maître, entre autres, Abul Hassan ibn Shanabouz, un lecteur de Bagdad mort en 939, qui, on le sait, introduisait dans ses lectures des variantes d'Ibn Mas'ud et de Ubay, et qui a été amené à se rétracter et à faire le serment de s'en tenir au texte haussmannien après un procès présidé par Ibn Muqla, au cours duquel il a été flagellé, où figurait Ibn Mujahid. En tout cas, l'atmosphère intellectuelle de l'Égypte de ce début du Xe est une atmosphère d'ébullition intellectuelle, qui rappelle celle de Basra au 8e siècle, avec une intense rivalité entre grammairiens nourris par le pouvoir. Grande rivalité entre Ibn Nahas et Abul Abbas ibn Walad, l'autre fils, n'est-ce pas, de Abul Hussein, qui semble être le meilleur grammairien d'ailleurs. En fait, donc, en particulier en Égypte, un haut responsable les réunit pour une dispute où Ibn Nahas a le dessus. Mais Abul Abbas ibn Walad a écrit un ouvrage, en fait, qui passe en revue et ruine les critiques que Mubarrad Jeune avait émis contre l'ouvrage de Sibawayh, qui s'intitule Kitab al-Intisar, que Monique Bernards, en 1997, n'est-ce pas, a édité et publié chez Brill. Et Carter, d'ailleurs, lui avait consacré un article, Michael Carter, dans Arabica, voyant, en fait, dans cet Intisar, le lien, en fait, manquant entre fiqh et grammaire. Suyuti, d'ailleurs, mentionne un autre ouvrage qui nous intéresse d'Ibn Walad, donc Abul Abbas, le fils. Il concerne le marsour et le mamdoud, c'est-à-dire les mots qui se terminent par des halons finaux et des mots qui se terminent par une hamza précédée par un halon, donc qui y a rapport à l'orthographe, n'est-ce pas? En somme, des rapports très riches avec Orient et Occident, une atmosphère d'ébullition intellectuelle, un lien étroit mais variable qui dépend du grammairien entre sciences du Coran et sciences de la langue. Voici l'atmosphère de Misr Fustat du IIe au IVe siècle, et plus particulièrement en cette première moitié du Xe siècle. Ibn Nahas meurt en 950 et Ibn Walad, Abul Abbas, en 944. C'est bientôt un autre âge qui s'annonce. L'avènement des Fatimides qui conquièrent l'Égypte en 969 est imminent. Je vous remercie.